ma sœur s'est levée à Thanksgiving, a annoncé que mes parents lui donnaient l'entreprise familiale et que je ne recevais rien. Alors, j'ai bu une gorgée de vin, j'ai regardé mon père, et j'ai dit, devrais-je le leur dire maintenant, ou tu t'en charges? J'ai une annonce à faire. Miranda a fait teinter sa fourchette contre son verre de vin, et la table est devenue silencieuse. 23 personnes s'entassaient dans la salle à manger de mes parents. Tante, oncle et cousins, serrés coude à coude. Et chacun d'eux s'est tourné pour regarder ma sœur se lever de sa chaise, comme si elle acceptait un prix. J'ai posé ma fourchette. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Comme la plupart d'entre vous le savent, commença Miranda en lissant son pull en cachemire crème, maman et papa parlent de prendre leur retraite depuis des années. Le restaurant est dans notre famille depuis 3 générations, et décider de qui prendrait la relève a été compliqué. Mon mari, Gareth, m'a serré le genou sous la table. Je ne l'ai pas regardé. Mais je suis ravi d'annoncer qu'après des mois de discussion, ils ont pris leur décision. Le sourire de Miranda s'est élargi, un sourire de façade. Le même sourire qu'elle avait arboré en annonçant ses fiançailles, sa grossesse, sa promotion. Claudia et Raymond ont décidé de transmettre Thornton Hesse à Quentin et moi. À compter du 1er janvier, nous en serons les nouveaux propriétaires. La pièce a éclaté de joie. Tante Sylvia a eu un hoquet de surprise. Oncle Preston a commencé à applaudir. Des cousins à qui je parlais à peine ont offert leurs félicitations comme des confettis. Je suis resté parfaitement immobile. De l'autre côté de la table, ma mère évitait mon regard. Mon père étudiait son assiette avec une fascination soudaine. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être, a poursuivi Miranda, sa voix portant cette chaleur étudiée qu'elle avait perfectionnée au fil des années de présentation client. Et Barbara? Elle travaille chez Thornton Hesse depuis plus longtemps que moi, n'est-ce pas? Le silence est revenu dans la pièce. Plusieurs parents ont jeté un coup d'œil dans ma direction, avec des expressions allant de la pitié à la curiosité. La vérité, a dit Miranda, c'est que diriger une entreprise demande plus que de simplement se présenter. Cela exige une vision, du leadership, la capacité de prendre des décisions difficiles. Elle a penché la tête, et ses mèches blondes ont capté la lumière du lustre. Barbara a toujours été merveilleuse pour suivre les instructions, mais certaines personnes sont faites pour diriger, et d'autres pour soutenir. Il n'y a aucune honte à cela. Ma grand-mère, Edith, a émis un petit son de désapprobation depuis sa place près de la fenêtre. À 87 ans, elle était la seule personne de la famille que Miranda n'avait jamais réussi à charmer. Bien sûr, on s'occupera de Barbara, a ajouté Miranda comme après coup. Maman et papa ont mis de côté une petite somme pour elle. Ce n'est pas l'entreprise, évidemment, mais c'est quelque chose. Un geste d'appréciation pour ses années de service. Un geste. Comme si j'étais une employée licenciée avec une indemnité de départ. Comme si les 15 dernières années que j'avais consacrées à ce restaurant ne signifiaient rien. J'ai pris mon verre de vin. Le pinot noir captait la lumière, d'un rouge profond, presque noir sur les bords. Devrais-je le leur dire maintenant, dis-je doucement, ou tu t'en charges? Je ne regardais pas Miranda. Je regardais mon père. La couleur a déserté son visage. Laissez-moi reprendre. Thornton Hesse a commencé en 1962, lorsque mon grand-père a ouvert un petit restaurant à Portland. Au moment de ma naissance, il était devenu l'un des restaurants les plus respectés du Nord-Ouest Pacifique, connu pour sa cuisine de la ferme à la table, bien avant que cette expression ne devienne un slogan marketing. Miranda et moi avons grandi dans cette cuisine. Nous avons appris à couper les légumes avant d'apprendre les divisions. Nous mémorisions les plats du jour chaque week-end. Nous connaissions les noms de chaque fournisseur, de chaque commis, de chaque serveur qui y avait travaillé plus de 6 mois. Mais quelque part en chemin, nos routes se sont séparées. Miranda est allée en école de commerce. Elle a obtenu un MBA, a pris un poste dans un cabinet de conseil, et a passé la vingtaine à gravir les échelons de l'entreprise. Elle rentrait pour les vacances avec des vêtements de marque, parlant de positionnement de marché et de valeur de marque. Moi, je suis resté. Après l'école de cuisine, je suis revenu chez Thornton Hesse et j'ai gravi les échelons, de préparatrice à sous-chef, puis à chef de cuisine. J'ai repensé le menu 3 fois. J'ai noué des relations avec des fermes locales qui ont maintenu nos coûts d'ingrédients bas et notre qualité élevée. J'ai formé chaque chef qui a travaillé dans cette cuisine au cours de la dernière décennie. Miranda est revenue il y a 5 ans, après que son cabinet de conseil a réduit les effectifs de son département.
Elle est arrivée avec un plan d'affaires et une présentation PowerPoint, et a convaincu mes parents que le restaurant avait besoin de modernisation. En 6 mois, elle s'était installée au poste de directrice générale. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Nous étions sœurs. Nous pouvions travailler ensemble. J'avais spectaculairement tort. Barbara, a dit mon père. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? J'ai bu une gorgée de vin, laissant la chaleur se répandre dans ma poitrine. 15 ans de silence, d'acceptation de miettes, à regarder ma sœur s'attribuer le mérite de mon travail pendant que mes parents acquiesçaient. Quand serait-ce un meilleur moment, papa, ai-je demandé. Quand elle aura déjà encaissé le chèque? Miranda a ri, d'un rire aigu et cassant. De quoi parles-tu, a-t-elle dit. Vas-tu sérieusement faire une scène parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais? C'est exactement ce que je voulais dire par leadership. Tu es émotive. Tu es réactive. Tu ne peux pas. Leur as-tu parlé de l'accord de franchise? La question est tombée comme une pierre dans l'eau calme. Des ondes de confusion se sont propagées sur la table. Quel accord de franchise, a demandé l'oncle Preston. L'assurance de Miranda a vacillé. Juste un instant. Juste assez. Il y a 6 mois, dis-je, un groupe hôtelier de San Francisco a approché Thornton au sujet d'une franchise. Il voulait ouvrir des restaurants à Seattle, Denver et Los Angeles. L'offre initiale était de 4,2 millions d'euros. Des exclamations autour de la table. La main de ma mère a volé à sa bouche. Miranda l'a refusé, ai-je poursuivi. Sans en parler à maman et papa, sans m'en parler, sans en parler à personne au conseil d'administration. Ce n'est pas, commença Miranda. Sans en parler à personne, ai-je répété. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai posé sur la table. J'ai les emails. La représentante, une femme nommée Patricia Holloway, m'a contacté directement après que Miranda a cessé de répondre. Elle a supposé qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le parquet. Est-ce vrai? Le visage de Miranda était devenu pâle sous son fard à joues soigneusement appliqué. Vous ne comprenez pas, a-t-elle dit. La franchise aurait dilué la marque. Cela aurait nécessité une surveillance, dis-je. Des investisseurs extérieurs examinant les comptes. Des auditeurs professionnels examinant chaque transaction. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le concentrateur d'oxygène de grand-mère Edith ronronner depuis la pièce voisine. Quelle transaction? A murmuré ma mère. J'ai regardé ma sœur. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose comme de la pitié. Puis je me suis souvenu de la réunion du personnel où elle avait présenté ma refonte du menu comme sa propre idée. Du rapport trimestriel où elle s'était attribué le mérite des relations avec les fournisseurs que j'avais mis des années à construire. De l'évaluation de performance où elle avait dit à mes parents que j'étais résistante au changement et difficile à gérer. Environ 600 000 euros, dis-je, ont été déplacés des comptes d'exploitation de Thornton vers une société écran appelée Verden Hospitality LLC. Verden était enregistré à une boîte postale dans le Delaware. L'unique propriétaire était listé comme QM Sterling. Le deuxième prénom de Quentin était Marcus. Le nom de jeune fille de sa mère était Sterling. Toutes les têtes à table se sont tournées vers mon beau-frère. Quentin, qui avait étudié son téléphone pendant toute l'annonce de Miranda, a levé les yeux avec l'expression confuse d'un homme qui venait de réaliser que la conversation avait pris une direction dangereuse. C'est absurde, a dit Miranda, mais sa voix était devenue faible. Tu inventes des choses parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. L'expert comptable que j'ai engagé ne le pensait pas. Voici ce que les gens ne comprennent pas à propos des entreprises familiales, elles fonctionnent sur la confiance. Il n'y a pas d'actionnaires externes exigeant des rapports trimestriels, pas de conseil d'administration remettant en question des dépenses inhabituelles. Si vous êtes le directeur général et que vos parents croient que vous avez décroché la lune, vous pouvez déplacer de l'argent avec une surveillance quasi inexistante. Miranda avait été prudente. Les transferts étaient toujours déguisés en paiement de fournisseurs, en honoraires de consultation, en dépenses de marketing de petites sommes qui s'additionnaient avec le temps. Elle avait supposé que personne ne regarderait jamais de près, parce que personne ne l'avait jamais fait. Elle n'avait pas compté sur la persistance de Patricia Holloway. Lorsque l'accord de franchise est tombé à l'eau, Patricia avait d'abord essayé les canaux officiels, des appels à mes parents que Miranda interceptait, des emails à l'adresse professionnelle que Miranda contrôlait. Finalement,
Frustrée par le manque de réponse, Patricia avait cherché Thornton S dans une base de données de l'industrie de la restauration et avait trouvé mon nom listé comme chef de cuisine. Son appel direct à moi était une dernière tentative avant que son entreprise ne passe à d'autres opportunités. Au cours de cette conversation, elle avait mentionné quelques incohérences financières qu'elle avait remarquées lors de sa diligence raisonnable des chiffres qui ne collaient pas tout à fait, des relations avec des fournisseurs qui semblaient inhabituelles pour un restaurant de notre taille. J'ai engagé l'expert comptable le lendemain. Il a fallu 3 mois pour retracer l'argent. 3 mois de réunions secrètes, de mécryptés et de mensonges à ma famille chaque jour. 3 mois à m'asseoir en face de ma sœur au dîner du dimanche, sachant ce qu'elle avait fait et ne disant rien. Je ne suis pas fier de la supercherie, mais j'avais appris quelque chose d'important au fil des ans, dans une famille où Miranda avait toujours été la favorite, la jolie, l'intelligente, celle destinée à la grandeur, les accusations sans preuve ne feraient que me faire passer pour amère. Alors, j'ai rassemblé des preuves. C'est de la folie, a dit Miranda, sa voix montant à un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Maman, papa, vous ne pouvez pas croire ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle a toujours eu du ressentiment que... Assieds-toi, Miranda. L'ordre est venu de la dernière personne à laquelle je m'attendais. Grand-mère Edith s'était levée de sa chaise, près du bout de la table. À 87 ans, elle se déplaçait lentement, ses mains arthritiques agrippant son chariot à oxygène portable pour se soutenir. Le fin tuyau courait du petit réservoir à son nez, un compagnon constant ces 2 dernières années, mais ses yeux étaient vifs, et sa voix portait l'autorité de la femme qui avait aidé mon grand-père à bâtir Thornton S à partir de rien. J'ai dit, assieds-toi. Miranda s'est assise. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Mon cousin Bryce, qui tendait la main vers la sauce au canneberge, s'est figé le bras en l'air. Tante Sylvia a serré sa serviette comme une bouée de sauvetage. Même Quentin, qui avait passé tout le repas à faire semblant d'être absorbé par son téléphone, était devenu pâle. Grand-mère Edith a fait rouler son chariot à oxygène autour du coin de la table. Ses chaussures orthopédiques chuchotaient sur le parquet. Elle s'est arrêtée à côté de ma chaise et a posé une main arthritique sur mon épaule. Le contact était léger, mais j'ai senti le poids de 3 générations dedans. Je t'ai vu grandir dans cette cuisine, dit-elle doucement, pour que seul moi puisse l'entendre. Je t'ai vu travailler plus dur que quiconque dans cette famille. Et je les ai vus t'ignorer, encore et encore. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je te soutiendrai. Ces mots ont débloqué quelque chose dans ma poitrine. Pendant 15 ans, je m'étais demandé si quelqu'un dans ma famille me voyait vraiment, si quelqu'un reconnaissait ma contribution. Maintenant, je savais qu'au moins une personne le faisait. Grand-mère Edith s'est tournée vers la table, son expression se durcissant pour prendre le masque redoutable dont je me souvenais de mon enfance. C'était la femme qui avait négocié avec les fournisseurs pendant la récession des années 70, qui avait maintenu le restaurant à flot quand la santé de mon grand-père avait décliné, qui avait tenu tête aux inspecteurs de la santé, aux directeurs de banque, et à quiconque la sous-estimait. « Montre-moi, dit-elle. » Je lui ai tendu mon téléphone. 5 minutes ont passé, qui ont semblé durer 5 heures. Ma grand-mère a fait défiler les documents, relevés bancaires, registre de virement, les statuts de Verden Hospitality, le rapport préliminaire de l'expert comptable. Quand elle a finalement levé les yeux, ils étaient humides. Je le savais, dit-elle à voix basse. Une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. Les chiffres ne collaient jamais tout à fait, mais je me disais que j'étais vieille, confuse, que Miranda savait ce qu'elle faisait. Elle a ajusté le tuyau à son nez, un geste que je l'avais vu faire 1000 fois, s'accordant un moment pour rassembler ses pensées. Elle s'est tournée vers mes parents. « Votre fille vole cette famille depuis des années, a-t-elle dit. Et vous étiez sur le point de lui confier les clés de tout ce que votre père et moi avons construit. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé par étapes. D'abord, le visage de Quentin est devenu blanc comme un linge. Il a fixé Miranda avec une expression d'horreur naissante, puis a regardé autour de la table les 23 paires d'yeux fixés sur lui. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Pendant un long moment, j'ai cru qu'il allait se taire, qu'il aurait la présence d'esprit d'exiger un avocat avant de dire quoi que ce soit. Puis Miranda a commis une erreur fatale. « Quentin n'a rien à voir là-dedans », a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Il ne sait même pas de quoi elle parle. Il a juste signé les papiers que je lui ai mis sous le nez, pour la maison, les voitures, la société écran. Quelle société écran, a dit Quentin. Miranda s'est figée.
De quoi parle-t-elle, a-t-il continué. Tu m'as dit que c'était des documents fiscaux. Tu as dit que le comptable avait besoin. Il s'est arrêté brusquement, semblant réaliser qu'il s'enfonçait à chaque mot. Tais-toi, a sifflé Miranda. Mais le mal était fait. Dans sa hâte de le protéger, elle avait confirmé qu'il y avait des papiers. Et dans sa confusion, Quentin avait révélé qu'il avait signé des documents sans les comprendre. Oncle Preston, qui avait pratiqué le droit de la famille pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, s'est penché en avant avec un intérêt soudain. Mon garçon, a-t-il dit, je vous conseille de ne plus dire un mot sans un avocat. L'avertissement est arrivé trop tard. Deuxièmement, mon père a exigé d'appeler l'avocate de la famille. Ce qu'il ne réalisait pas, ce que personne ne réalisait, c'est que j'avais déjà été en contact avec elle. Janet Flor était l'avocate de la famille Thornton depuis plus de 20 ans. Quand je l'avais approchée avec mes preuves 3 semaines plus tôt, elle avait été horrifiée, mais aussi d'une grande aide. Elle m'avait expliqué les implications légales, m'avait aidé à comprendre ce qui se passerait si je rendais l'affaire publique. Finalement, elle m'avait conseillé d'attendre le bon moment. Le dîner de Thanksgiving, entouré de témoins, n'était pas le moment qu'elle avait en tête, mais j'avais fait mon choix. L'appel téléphonique que mon père a passé ce soir-là a confirmé ce que je savais déjà, les preuves étaient accablantes. Des poursuites pénales étaient possibles, un recouvrement civil était probable, et le transfert de propriété que mes parents avaient prévu était légalement invalide, étant donné la fraude. Troisièmement, et le plus douloureusement, ma mère s'est effondrée. Elle avait toujours favorisé Miranda. Tout le monde le savait, bien que personne ne le dise à voix haute. Miranda était celle dont elle se vantait auprès de ses amis. Miranda était celle dont les photos couvraient la cheminée. Miranda était celle qu'elle appelait en premier pour les nouvelles, bonnes ou mauvaises. L'avoir réalisé que son enfant chéri lui avait menti pendant des années a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Comment as-tu pu, n'arrêtait-elle pas de demander à Miranda. Comment as-tu pu nous faire ça? Miranda n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie, sa langue bien pendue lui avait fait défaut. Les semaines qui ont suivi ont remodelé tout ce que je pensais savoir de ma famille. Mon père, une fois le choc initial passé, s'est jeté dans la gestion de crise avec une férocité que je n'avais pas vue depuis des années. Il a engagé un nouveau cabinet comptable pour auditer chaque transaction de la dernière décennie. Il a rencontré Janet Flor presque quotidiennement. Il a entamé la procédure pour retirer formellement Miranda de tout rôle dans l'entreprise. L'audit a révélé d'autres irrégularités que je n'avais pas trouvées. Miranda avait été créative d'une manière que même mon enquête avait manqué, une fausse police d'assurance qui percevait des primes mais ne fournissait aucune couverture, des pots de vin d'un fournisseur de produits qui nous surfacturait depuis des années, une participation silencieuse dans un restaurant concurrent du centre-ville qui avait mystérieusement ouvert la même semaine où nous avions rejeté une opportunité d'expansion dans ce quartier. Chaque révélation approfondissait la blessure. Mes parents se déplaçaient comme des survivants d'une catastrophe naturelle, stupéfaits par l'ampleur de la destruction, incapables de comprendre pleinement comment quelqu'un en qui ils avaient confiance avait pu causer de tels dommages. Le milieu de la restauration a commencé à le remarquer. La scène culinaire de Portland est assez petite pour que les rumeurs voyagent vite, et la combinaison du départ soudain de Miranda et de l'enquête supposée a déclenché d'intenses spéculations. Les blogueurs culinaires et les journalistes spécialisés ont commencé à appeler, à la pêche aux informations. D'anciens employés ont pris contact avec leurs propres histoires de comportements suspects qu'ils avaient remarqués mais jamais signalés. J'ai traité chaque demande avec soin, ne disant rien qui puisse compromettre la procédure judiciaire, mais refusant également de mentir. Thornton est en transition, disais-je à quiconque demandait. Nous nous concentrons sur l'avenir, pas sur le passé. C'était le bon message pour l'entreprise. Savoir si c'était le bon message pour ma famille restait à voir. Ma mère s'est renfermée sur elle-même. Elle a cessé d'appeler Miranda. Elle a cessé de parler d'elle. C'était comme si elle avait simplement effacé cette partie de sa vie, incapable de réconcilier la fille qu'elle avait adorée avec la femme qui l'avait trahie. Grand-mère Edith est revenue vivre dans la maison principale. À son âge, avec sa santé, ce n'était probablement pas sage, mais elle a insisté. Je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas vu ça réparé, m'a-t-elle dit. Et Miranda? Elle a engagé son propre avocat, un avocat de la défense de renom de Seattle, nommé Barrett Knox. En une semaine, Quentin avait demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. La société Écran a été dissoute. L'argent, ce qu'il en restait, a été gelé en attendant la procédure judiciaire.
Je m'attendais à ce qu'elle se batte, qu'elle lance une contre-attaque, qu'elle trouve un moyen de tourner cela en sa faveur. Au lieu de cela, elle s'est retirée. Barrett Knox a publié une déclaration disant que sa cliente coopérait avec les enquêteurs et n'avait aucun autre commentaire à faire. Miranda a désactivé ses comptes de réseaux sociaux, a cessé d'assister aux réunions de famille et, selon tante Sylvia, ne quittait guère sa maison, sauf pour des réunions avec ses avocats. Ce n'était pas la confrontation dramatique à laquelle je m'étais préparé. D'une certaine manière, c'était pire. La sœur qui avait toujours eu une réponse à tout, une stratégie pour chaque revers, s'était simplement effondrée. Soit les preuves étaient trop accablantes pour se battre, soit quelque chose en elle s'était brisé. Je me suis surprise à consulter ses profils de réseaux sociaux assombris tard dans la nuit, cherchant des signes de vie, me demandant pourquoi son silence me troublait plus que ses manigances ne l'avaient jamais fait. Décembre a apporté la première neige et la première vraie conversation que j'ai eue avec mes parents depuis des années. Nous étions assis dans le bureau de mon père, entourés des boiseries et des fauteuils en cuir qui m'avaient intimidé dans mon enfance. Ma mère serrait une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Mon père fixait son bureau comme s'il contenait des réponses qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Nous te devons des excuses », a-t-il finalement dit. Pas seulement pour ce qui s'est passé à Thanksgiving, mais pour des années à ne pas voir ce qui était juste devant nous. Il a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, de la honte. Nous avons cru ce que nous voulions croire, a-t-il poursuivi. Miranda nous a dit qu'elle gérait les choses, et nous n'avons pas remis en question, parce que remettre en question signifiait admettre que nous avions fait une erreur. Tu n'es pas la seule qu'elle a trompée. Ça n'excuse rien, a dit ma mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. Nous aurions dû te faire confiance. Tu as été là tous les jours pendant 15 ans, et nous t'avons traité comme un plan de secours. Les mots flottaient entre nous, lourds de vérité. Je n'ai pas besoin d'excuses, dis-je lentement. J'ai besoin que les choses changent. Mon père a hoché la tête. C'est pour ça que nous sommes ici. Ta grand-mère et moi avons parlé de l'avenir, de Thornton S. Il a sorti un dossier de son tiroir. Janet a préparé ça hier. À l'intérieur se trouvaient des documents de propriété, de nouveaux documents de propriété, 60% pour moi, 20% pour ma grand-mère, détenue en fiducie jusqu'à son décès, puis transférés à moi, et 20% conservés par mes parents avec un transfert automatique à leur retraite. Il ne s'agit pas de culpabilité, a rapidement dit mon père. Il s'agit de faire ce que nous aurions dû faire il y a des années. C'est toi qui as fait tourner ce restaurant. C'est toi qui as noué les relations, créé les menus, formé le personnel. Ça aurait toujours dû être à toi. J'ai fixé les papiers. Toutes ces années à travailler dans l'ombre, à regarder ma sœur s'attribuer le mérite, à me demander si quelqu'un remarquait ma contribution. Et voilà. La reconnaissance, l'appréciation, la propriété. Il y a autre chose, a dit ma mère. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. Nous avons trouvé ça dans les dossiers de Miranda. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, datée de 3 ans plus tôt. Elle était adressée à mes parents, et elle était de moi sauf que je ne l'avais pas écrite. La lettre détaillait mes projets de quitter Thornton S. Elle décrivait une offre d'emploi à San Francisco qui n'existait pas. Elle expliquait que j'étais épuisée, pleine de ressentiment, et prête à passer à autre chose. Elle demandait à mes parents d'envisager d'autres plans de succession, étant donné mon manque d'engagement. Elle a imité ton écriture, a dit ma mère, la voix brisée. Elle a placé ça pour nous faire croire que tu ne voulais pas du restaurant, pour nous faire croire que le lui donner était la seule option. J'ai lu la lettre 3 fois. L'écriture était proche de la mienne, mais pas parfaite. La formulation était trop formelle, les sentiments trop nets. Quiconque me connaissait vraiment aurait vu clair. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé, dis-je, la question m'échappant avant que je puisse l'arrêter. 3 ans. Si vous pensiez que je voulais partir, pourquoi n'avez-vous rien dit? Mes parents ont échangé un regard lourd de honte. Miranda nous a dit de ne pas le faire, a admis mon père. Elle a dit que tu étais gêné de vouloir partir, que d'en parler ne ferait que rendre les choses difficiles. Elle a proposé de s'occuper elle-même de la planification de la transition pour épargner à tout le monde cet inconfort. Il a pressé ses paumes contre ses yeux. Nous étions si reconnaissants que quelqu'un d'autre s'en occupe. Nous n'avions pas à avoir une conversation difficile. Bien sûr. Miranda n'avait pas seulement falsifié la lettre, elle avait créé tout un récit autour.
Une histoire qui expliquait mon prétendu désir de partir, tout en se positionnant comme la sœur attentionnée gérant une situation délicate. Mes parents n'avaient jamais mentionné la lettre parce que Miranda les avait convaincus que le silence était une forme de gentillesse. C'était élégant, d'une manière horrible. Elle m'avait isolé à mon insu, utilisant la version de mes parents pour le conflit contre nous tous. Janvier a apporté les nouveaux documents de propriété, une réunion avec tout le personnel, et un nouveau départ que je n'avais pas osé imaginer. Mais il a aussi apporté la contre-attaque de Miranda. Elle s'est présentée au restaurant un mardi après-midi, pendant les heures creuses entre le déjeuner et le dîner. J'étais dans mon bureau à examiner les commandes de fourniture quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Mon cœur battait la chamade. 3 mois depuis Thanksgiving, 3 mois de silence, et maintenant la voilà. Elle avait l'air plus mince que jamais, des cernes sous les yeux, le vernis craquelé pour révéler quelque chose de brut en dessous. « De quoi ?» ai-je demandé. Elle est entrée et a fermé la porte derrière elle. De ce qui va se passer maintenant. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise. Ses mouvements étaient prudents, contrôlés. « Je ne suis pas là pour supplier », a-t-elle dit. Je sais ce que j'ai fait. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière. Barrett pense que nous pouvons négocier le procès civil pour le réduire à quelque chose de gérable. Et si nous avons de la chance, les accusations criminelles ne tiendront pas. Les avocats de Quentin sont agressifs, mais c'est son problème maintenant, pas le mien. Y a-t-il une conclusion à venir, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée. La conclusion, c'est que je vais presque tout perdre. La maison est hypothéquée au-delà de sa valeur. Le divorce va liquider ce qui reste. Je devrais probablement déclarer faillite d'ici l'été. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, rien du tout. Mais avant que tout ça n'arrive, a poursuivi Miranda, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Elle a sorti une enveloppe usée de son sac. Le papier était jauni, froissé par de multiples manipulations. Elle l'a posée sur mon bureau. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une lettre, non falsifiée cette fois. L'écriture était celle de ma mère distinctive, indubitable. La date remontait à 26 ans. Miranda aurait eu 12 ans, moi 10. Chère Madame Patterson, commençait la lettre. J'ai parcouru le reste. Elle détaillait les dispositions pour l'inscription de ma sœur dans un pensionnat de l'autre côté de l'État. Elle discutait des plans de paiement, des arrangements de logement, des attentes académiques. Au bas, une seule phrase m'a coupé le souffle, comme discuté, cet arrangement restera confidentiel. Miranda croit qu'elle est envoyée au loin en raison de problèmes de comportement, mais la vraie raison ne doit jamais être partagée. Je ne comprends pas, dis-je. Moi non plus, a répondu Miranda, sa voix devenue plate, sans émotion. J'ai trouvé cette lettre dans les dossiers de maman le mois dernier, en cherchant des documents pour mes avocats. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle m'a finalement dit la vérité. Miranda a croisé mon regard, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez ma sœur auparavant, la dévastation. Quand j'avais 11 ans, a-t-elle dit, j'ai surpris une conversation entre nos parents. Papa avait une liaison. Maman voulait partir, mais elle avait peur. Peur de perdre l'entreprise, peur d'élever 2 enfants seuls, peur de ce que les gens penseraient. Mon esprit s'est emballé. Notre père, une liaison? J'ai jeté un coup d'œil à travers le restaurant, aux tables vides, la lumière de l'après-midi tombant à travers les fenêtres, essayant de concilier cette révélation avec tout ce que je pensais savoir de ma famille. J'étais en colère, a poursuivi Miranda. Contre lui, contre elle, contre tout le monde. J'ai commencé à faire des bêtises, à avoir des ennuis à l'école, à chercher la bagarre. Maman pensait que j'étais juste difficile. Elle ne réalisait pas que je savais. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Finalement, elle a décidé de m'envoyer au loin. Elle m'a dit que c'était parce que j'étais trop difficile à gérer. Parce que j'étais l'enfant à problème. Parce que je n'étais pas assez bien. Elle a dégluti. J'ai passé 4 ans dans cette école, croyant que j'avais été rejeté par ma propre famille. Elle a détourné le regard. Et quand je suis revenu, j'avais appris une leçon. Dans cette famille, soit tu prends ce que tu veux, soit tu n'as rien. Tu joues le jeu, ou tu perds. Elle s'est levée brusquement, mais a laissé la lettre jaunie sur mon bureau.
Je ne te dis pas ça pour excuser ce que j'ai fait, a-t-elle dit. Il n'y a pas d'excuse. J'ai volé des gens qui me faisaient confiance. J'ai menti. J'ai manipulé. Je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas réparer. Elle s'est arrêtée à la porte, la main sur le cadre. Mais je voulais que tu comprennes où ça a commencé. La pourriture dans cette famille n'a pas commencé avec moi. Attends, dis-je. Elle s'est arrêtée. La lettre, dis-je. Celle que tu as falsifiée. Celle qui disait que je voulais partir. Tu l'as trouvée dans tes dossiers. Pourquoi l'as-tu gardée? Miranda s'est retournée. Quelque chose a vacillé sur son visage, de la surprise, peut-être, ou de la résignation. Je ne l'ai pas gardée, a-t-elle dit. J'ai détruit ma copie il y a des années. Elle a secoué lentement la tête. Maman a dû la garder, la classer avec sa correspondance. Elle n'a jamais pu rien jeter. Elle est partie avant que je puisse répondre. La prise de conscience m'est tombée dessus comme une douche froide. Ma mère avait gardé la lettre falsifiée pendant 3 ans, l'avait soigneusement classée parmi ses documents importants, une lettre qu'elle croyait être de sa propre fille, exprimant son malheur et son désir de partir. Et elle ne m'en avait jamais parlé. Ne m'avait jamais demandé si j'allais bien, n'avait jamais essayé de me faire changer d'avis ou de comprendre mes sentiments. Elle l'avait simplement classée, avait laissé Miranda s'en occuper, avait évité l'inconfort. Le dysfonctionnement dans ma famille était plus profond que je ne l'avais imaginé. Ce soir-là, j'ai confronté mon père. Il a d'abord nié. Puis il a minimisé. Puis finalement, quand je lui ai montré la lettre, quand je lui ai dit ce que Miranda avait révélé, il s'est effondré. La liaison avait duré 2 ans, avec une associée, quelqu'un des débuts de l'expansion de Thornton S. Ma mère l'avait découvert grâce à un relevé de carte de crédit, une note d'hôtel pour une nuit où il avait prétendu être à un salon professionnel. Ils avaient convenu de rester ensemble pour les enfants, pour l'entreprise, pour les apparences. Mais la confiance entre eux s'était brisée, et elle ne s'était jamais complètement rétablie. Ta mère s'en est voulu, a dit mon père, la voix creuse. Elle pensait que si elle avait été plus attentive, plus disponible, je ne me serais pas égaré. Elle a mis toute son énergie à faire en sorte que la famille paraisse parfaite, à faire comme si de rien n'était. Il m'a regardé. Et Miranda, a-t-il dit, ta mère ne pouvait plus la regarder après l'avoir découvert. Miranda lui rappelait cette époque, cette douleur. L'envoyer au loin semblait la seule solution. Il a enfoui son visage dans ses mains. Nous ne nous sommes pas rendus compte de ce que ça lui faisait. Nous n'avons pas compris. J'ai pensé à ma sœur, 12 ans, envoyée dans un pensionnat, se croyant indigne d'être aimée. J'ai pensé aux années de compétition entre nous, au besoin incessant de gagner, de faire ses preuves, de tout saisir avant que cela ne puisse lui être enlevé. Ça n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Rien ne le pouvait. Mais pour la première fois, je le comprenais. La procédure judiciaire s'est étirée tout l'hiver et jusqu'au printemps. Les accusations criminelles de Miranda ont finalement été réduites à un délit, grâce à la défense agressive de Barrett Knox et à la réticence de la famille à pousser pour des peines maximales. Le règlement civil a pris la majeure partie de ce qui lui restait. En mai, elle a déclaré faillite. Le divorce a été finalisé. Quentin s'est remarié 6 mois plus tard, avec une professeure de yoga de Portland qu'il voyait apparemment depuis plus longtemps que quiconque ne le réalisait. Thornton S, sous ma direction, a connu son meilleur trimestre en 15 ans. J'ai promu 3 commis de cuisine à des postes supérieurs. J'ai lancé un menu dégustation saisonnier qui a reçu une critique élogieuse du critique gastronomique régional. J'ai engagé un nouveau directeur général, quelqu'un d'entièrement extérieur à la famille pour s'occuper des opérations pendant que je me concentrais sur ce que j'aime, la nourriture. Mais le changement le plus significatif est survenu en juin, lorsque Miranda m'a appelé pour la première fois depuis cette conversation dans mon bureau. J'ai trouvé un travail, a-t-elle dit. Où? Chez un fournisseur de matériel de restauration à Eugène. Niveau débutant. Répondre au téléphone, traiter les commandes. Rien de glamour. Une pause. Mais c'est un travail honnête. Et ils ne connaissaient pas mon passé quand ils m'ont embauché. J'ai attendu le piège, la manipulation, l'angle. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit, comme si elle lisait dans mes pensées. J'appelle parce que ma thérapeute dit que je dois m'entraîner à être honnête sans attendre quelque chose en retour. Une autre pause. Alors, voici quelque chose d'honnête.
J'ai eu tort sur toute la ligne, et je suis désolé. Ces mots, venant de ma sœur, avaient plus de poids que n'importe quel document juridique ou règlement financier. D'accord, dis-je. D'accord, je t'entends. Ce n'était pas du pardon. Je n'étais pas sûr d'y arriver un jour. Mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur entre nous. Un espace pour la possibilité. Les mois qui ont suivi ont apporté des développements inattendus. Ma relation avec mes parents, si endommagée par des années de favoritisme et d'aveuglement, a commencé à se réparer lentement. Ma mère m'a invité à déjeuner un samedi de juillet, juste toutes les deux, chose qu'elle n'avait pas faite depuis plus de 10 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, loin de Thornton Heath, loin des fantômes des dîners de famille passés. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, les rides autour de ses yeux plus profondes, ses mains tremblant légèrement en soulevant sa tasse de café. « J'ai pensé à quand tu étais petite, a-t-elle dit, avant que tout ne devienne si compliqué. Tu suivais ta grand-mère dans la cuisine, posant des questions sur chaque ingrédient, chaque technique. Tu goûtais les choses et tu fermais les yeux pour te concentrer. Même à 4 ans. Je me souviens. C'étaient mes souvenirs d'enfance les plus heureux, avant que je ne comprenne les courants sous-jacents du favoritisme, avant que j'apprenne à me comparer à Miranda et à me sentir inférieur. Ton père et moi avons fait tellement d'erreurs, a poursuivi ma mère. Nous étions si concentrés sur le maintien des apparences, sur le fait de garder une famille parfaite de l'extérieur, que nous n'avons pas vu ce qui se passait à l'intérieur. Nous ne t'avons pas vu. Maman. Laisse-moi finir. Elle a posé sa tasse avec un soin délibéré. J'ai favorisé Miranda. Je le sais. Je me disais que c'était parce qu'elle avait besoin de plus d'attention, parce qu'elle était plus fragile, parce qu'elle avait été envoyée au loin et avait besoin de se sentir en sécurité à son retour. Mais la vérité, c'est que c'était plus facile avec elle. T'aimer me semblait plus difficile, d'une certaine manière, parce que tu me rappelais moi-même, les parties de moi-même que je n'aimais pas. Cette confession a eu un effet différent de ce à quoi je m'attendais. Au lieu de la justification, j'ai ressenti quelque chose de plus proche de la tristesse. Toutes ces années à me sentir invisible, et l'explication était si douloureusement humaine. Je ne demande pas pardon, a dit ma mère. Je ne suis pas sûr de le mériter. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois tout ce que tu as fait pour cette famille, pour le restaurant, pour nous tous. Et je suis fier de toi. Nous avons parlé pendant 3 heures cet après-midi-là, de souvenirs d'enfance et de déceptions d'adultes, de la liaison et de ses conséquences, de la trahison de Miranda et de la manière dont elle nous avait tous forcés à affronter des vérités que nous évitions depuis des décennies. Au moment de nous dire au revoir, quelque chose avait changé entre nous. Le mur n'avait pas disparu, trop d'histoires s'étaient accumulées pour qu'il disparaisse du jour au lendemain, mais il y avait maintenant des portes, des fenêtres, des endroits où la lumière pouvait passer. La transformation de mon père a été plus graduelle, plus hésitante. Il avait bâti son identité sur le fait d'être le patriarche, le décideur, l'homme qui avait fait de Thornton Heath, d'un simple restaurant, une institution. Admettre qu'il avait été aveugle à la tromperie de Miranda, qu'il n'avait pas vu mes contributions, qu'il avait endommagé sa famille avec des choix faits des décennies plus tôt, chaque reconnaissance semblait lui coûter quelque chose d'essentiel. Nous avons une autre première vraie conversation en août, lors d'une promenade le long des quais près du restaurant. La soirée d'été était chaude. Touristes et locaux se mêlaient sur la promenade, et mon père semblait plus petit, d'une certaine manière, sur fond de la ville qu'il avait aidé à construire. Quand j'avais ton âge, a-t-il dit, je pensais tout savoir. Je pensais que le succès signifiait faire les bons choix, nouer les bonnes relations, accumuler les bons actifs. Je n'ai jamais considéré que les personnes les plus proches de moi pourraient être les victimes de cette ambition. Il s'est arrêté de marcher, se tournant vers l'eau. Le coucher de soleil peignait la rivière de nuances d'orange et de rose. Ta mère et moi aurions dû divorcer il y a des années. Nous sommes restés ensemble pour l'entreprise, pour les apparences, pour 100 raisons qui semblaient importantes à l'époque. Mais rester ensemble comme nous l'avons fait en gardant des secrets, en maintenant des façades, en enseignant à nos enfants que l'image compte plus que la vérité, peut-être que c'était pire que de se séparer. Je n'étais pas en désaccord. Je ne pouvais pas être en désaccord. La famille dans laquelle j'avais grandi avait été construite sur une fondation de fractures cachées. Tout ce qui a suivi la trahison de Miranda, mon invisibilité, les années de compétition et de ressentiment pouvaient être retracées jusqu'à ces fissures. Je ne peux rien annuler de tout ça, a poursuivi mon père. Je ne peux pas te rendre l'enfance que tu méritais,
ni la reconnaissance que tu as gagnée. Mais je peux essayer de faire mieux à l'avenir. Si tu me le permets. Cette phrase, si tu me le permets, avait plus de poids que n'importe quelle excuse. J'essaierai, dis-je. C'est tout ce que je peux promettre. Il a hoché la tête, et nous sommes retournés au restaurant en silence. Mais c'était un silence différent d'avant, complice plutôt que tendu. Le silence de deux personnes qui avaient enfin commencé à être honnêtes l'une avec l'autre. À l'automne, Thornton Heath était devenu quelque chose de nouveau. Pas seulement en termes de propriété, mais dans toute son atmosphère. J'avais passé des années à opérer dans l'ombre de Miranda, contrainte par ses décisions, sapée par ses manœuvres. Maintenant, pour la première fois, je pouvais façonner le restaurant selon ma propre vision. J'ai commencé par le personnel. Des années de gestion par Miranda avaient créé une culture de peur et de favoritisme. Les bons employés partaient parce qu'ils n'étaient pas reconnus. Les employés médiocres restaient parce qu'ils savaient comment jouer les jeux politiques. La cuisine, qui aurait dû être un lieu de créativité et de collaboration, était devenue une hiérarchie de ressentiment. Un par un, j'ai rencontré chaque employé, commis de cuisine et plongeur, serveur et sommelier, l'équipe de maintenance qui arrivait avant l'aube, et le personnel de nettoyage qui restait jusqu'à minuit. Je leur ai demandé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, ce dont ils avaient besoin pour mieux faire leur travail, ce qui les rendrait excités de venir travailler au lieu de le redouter. Les réponses ont été révélatrices. Les gens voulaient des attentes plus claires, des horaires équitables, des opportunités d'avancement qui n'étaient pas basées sur qui ils connaissaient ou dont ils courtisaient les faveurs. Ils voulaient sentir que leur contribution comptait, qu'ils construisaient quelque chose ensemble plutôt que de simplement faire leur temps. J'ai mis en œuvre les changements progressivement, soucieuse de ne pas submerger un système déjà en pleine mutation. De nouveaux programmes de formation pour le personnel de cuisine. Une initiative de mentorat associant des serveurs expérimentés à des nouveaux venus. Des primes de participation aux bénéfices qui récompensaient le succès collectif plutôt que la compétition individuelle. Une boîte à suggestions que je lisais et à laquelle je répondais publiquement lors des réunions hebdomadaires du personnel. Les résultats ont été remarquables. Le taux de rotation a chuté de 40% en 3 mois. Les scores de satisfaction des clients ont grimpé. La cuisine a commencé à produire des plats avec une constance et une créativité que nous n'avions pas vues depuis des années. Même les habitués l'ont remarqué, commentant que l'énergie du lieu semblait différente. Tu ne diriges pas seulement un restaurant, a observé Garrett un soir, en me regardant examiner les chiffres de réservation avec une satisfaction approchante. Tu reconstruis une famille. Il n'avait pas tort. Thornton Heath avait toujours été plus qu'une entreprise pour moi. C'était l'endroit où j'avais appris à cuisiner, à goûter, à créer, où j'avais trouvé un but quand le reste de ma vie semblait en manquer. Le voir s'épanouir sous ma direction comblait quelque chose qui était vide depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Mais le succès a apporté ses propres complications. Thanksgiving est revenu, comme toujours. La table était plus petite cette année. Oncle Preston et tante Sylvia avaient déménagé en Arizona. Cousin Bryce et sa femme avaient choisi de passer les vacances à Hawaï. Plusieurs autres parents s'étaient discrètement éloignés du drame familial, préférant célébrer avec les familles de leurs conjoints. Grand-mère Edith, défiant toutes les prédictions médicales, était assise au bout de la table, son chariot à oxygène portable garé à côté de sa chaise, le sifflement silencieux du flux d'air en toile de fond constante de la conversation. Miranda n'était pas là. Elle avait envoyé une carte, une simple note disant qu'elle espérait que nous passions tous de paisibles vacances. Pas de performance, pas d'annonce, juste quelques phrases sincères de quelqu'un qui apprenait encore à être sincère. Ma mère semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. La thérapie, m'avait-elle avoué en privé, l'avait aidée à affronter des choses qu'elle avait enfouies pendant des décennies. La vérité sur la liaison de mon père avait finalement été partagée avec tante Sylvia, mettant fin à des années de brouille que personne d'entre nous n'avait pleinement comprises jusqu'à récemment. Mon père était plus silencieux, plus réfléchi. L'homme qui avait bâti un empire sur le charme et la confiance semblait maintenant se contenter de s'asseoir et d'écouter. Était-ce de la sagesse ou de l'épuisement, je ne saurais le dire. Garrett a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tout au long de cette épreuve, l'enquête secrète, la confrontation publique, les mois de procédure judiciaire, de thérapie familiale et de reconstruction douloureuse, il avait été mon encre. Patient quand je rentrais épuisé, compréhensif quand je ne pouvais pas parler de ce que je ressentais, présent de toutes les manières qui comptaient, même quand je le repoussais. « Ça va » a-t-il demandé doucement.
J'ai serré sa main. Mieux que bien. J'ai regardé autour de la table, ma famille imparfaite, fracturée, toujours en guérison, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la gratitude. Pas parce que tout était parfait. Ce n'était pas le cas, et ça ne le serait probablement jamais. Mais parce que les mensonges avaient été balayés. Les faux-semblants avaient disparu. Ce qui restait était réel, compliqué, et valait la peine de se battre. Gareth a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri. J'ai souri en retour. J'ai une annonce à faire, dis-je. La table s'est tue, quelques regards nerveux. Détendez-vous, ai-je ri, et le son m'a surprise. Quand avais-je ri pour la dernière fois à un dîner de famille? C'est une bonne nouvelle. Thornton S lance une bourse culinaire l'année prochaine, ai-je poursuivi. Les frais de scolarité complets dans n'importe quel programme accrédité pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Nous l'appellerons la bourse Edith Thornton. Les yeux de ma grand-mère se sont remplis de larmes. Autour de la table, des applaudissements ont éclaté sincères, chaleureux, rien à voir avec la célébration creuse d'il y a un an. Voilà ce que c'était, la victoire. Pas la vengeance, pas la destruction, juste la satisfaction tranquille de construire quelque chose de bon à partir des décombres de quelque chose de brisé. Je lève mon verre à de nouveaux départs, dis-je. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, je le pensais vraiment. Il y a une sorte de force qui ne s'annonce pas. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance pour connaître sa valeur. Parfois, les plus grandes victoires sont les plus silencieuses, choisir l'honnêteté plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que la commodité, le lent travail de guérison plutôt que la satisfaction rapide de la destruction. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, sous-estimé ou mis de côté par des personnes qui auraient dû vous soutenir, sachez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ont échoué à la voir. La vérité a une façon patiente de faire surface. Et la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de vous prouver à vous-même que vous avez raison, d'une manière qui rend votre propre cœur fier.